Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné-critique, alors que les trois frères fêtent leurs 30 ans, vous savez ce film des inconnus assez culte, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, eh bien vous allez avoir droit à une vidéo sur sa suite, super l'anniversaire, sorti lui il y a 11 ans hein, maintenant, 2014 déjà, oh là là, le temps passe vite. Et donc, réalisé par les trois inconnus, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, en tout cas, ils sont tous les trois crédités en tant que metteurs en scène, alors qu'au scénario, il n'y a pas Légitimus, mais bon, il aurait participé quand même à l'écriture. Et donc, le titre de cette suite, c'est Les Trois Frères, le retour. Voilà. Avec, au casting, donc, outre ces trois joyeux drilles, Christian Eck, qui joue Maître Vazelin. Voilà, alors déjà, hein, je vous laisse... trouver tout seul derrière l'écran la signification du nom de famille de ce monsieur, sachant que plus tard il y aura un autre avocat qui s'appelle Assec. Il y a le retour d'Antoine Dumerle, le fils Michael, qu'on a vu hein, donc dans le premier Les Trois Frères, et entre-temps dans L'Extraterrestre, un film où il n'y avait que Didier Bourdon et Bernard Campan. Je crois que j'en parle un jour de celui-là aussi. Et alors surtout, débarque là Sophia Le Saffre, ou Le Saffre, qui va donc jouer la fille de l'un d'entre eux, la fille de Bernard. Bon, c'est aussi les présences de Daniel Rousseau dans un rôle de gros bourgeois capitaliste raciste vers la fin. Il y a aussi Fatima Adoum, Sarah Mortensen, ou encore Biouna, donc David Salès aussi qu'on peut reconnaître. Il y a même Jarry qui fait une apparition alors qu'il n'était pas connu à l'époque. Et quelques acteurs du premier film dans d'autres rôles. Par exemple, il y a le joaillier là qui jouait un recruteur dans le premier film, et j'en passe peut-être. Il y a aussi un gendarme avec l'accent du Sud, là, ni moi d'ailleurs, alors j'ai pas le nom sous les yeux parce que j'ai pas 36 000 fenêtres ouvertes devant moi là, qui a déjà joué un gendarme dans Fallait pas de Gérard Jugnot. Faudra que j'en parle de ce film parce que je l'aime bien. Voilà. Bon, restons sur Les Trois Frères le Retour, que je revois pour l'occasion. Petite douche froide à l'époque de sa découverte, mais bon, hein, je me suis dit pourquoi ne pas lui redonner sa chance après tout. Où on va suivre donc à nouveau les aventures de ces trois demi-frères, hein, qui se retrouvent, alors peut-être pas 19 ans après, mais pas loin quand même. Bon, ça faisait un petit moment qu'ils ne s'étaient pas vus. Parce que on ramène l'urne de leur maman, déjà l'histoire de la maman morte, c'était dans le premier film, hein, l'urne funéraire, et peut-être un petit truc en plus. Donc ils vont voir un huissier de justice, un maître là, monsieur Vazelin du coup. Et il s'avère que, en plus des urnes, donc il y a un reliquat, mais ce reliquat, c'est pas de l'argent pour eux, c'est de l'argent qu'ils doivent, puisque la maman avait des dettes. Donc on est exactement dans le même trope que le premier film, où ils pensaient gagner 100 patates, et puis ils se retrouvent à devoir donner de l'argent, et ils vont s'enfoncer dans les problèmes financiers divers et variés, alors que leur vie vivote. De toute façon, à l'image du premier film, le personnage de Bernard est toujours ce comédien raté qui a quand même réussi à avoir sa petite célébrité avec une pub pour le truc canin où il faisait le toutou. Il y a Didier qui continue de vouloir récupérer l'argent d'une belle famille en étant en couple avec, entre guillemets, une moche. Bon, c'est comme dans le premier film. Et on a alors Pascal Légitimus, enfin Pascal là, la tour du coup, qui lui cherche pareil en fait à récupérer de l'argent en épousant une femme riche. Mais du coup lui c'est assez différent par rapport au premier film, il n'y a plus de business marketeur, même s'il y a une scène au moment où il fait son marketing à la Steve Jobs, blablabla. Bon. Et donc voilà, Bernard vit dans un mobil-home, tout ça, et ça va être la spirale infernale, surtout avec l'arrivée de sa fille à Bernard là, qui trempe dans des problèmes de banlieue et de drogue, hein, avec tous les clichés qui vont avec. Et puis on va s'enfoncer dans ces clichés, dans tout ça, dans des sketchs très façon Les Inconnus, mais en 2014. Petit décalage qui peut-être a du mal à se faire, même si on essaye d'attirer le public plus jeune, avec la jeunesse de la banlieue, mais en faisant des stéréotypes qui peuvent être très fortement même limités. Alors c'est terrible parce qu'en le revoyant, là... je commence mon visionnage tranquille, et dans son premier tiers, je trouve ça sympa. On retrouve une certaine vibe, avec un soin dans la mise en scène et dans l'ambiance, enfin, toute proportion gardée, mais voilà, à l'arrivée, au début, d'abord, on commence par Pascal, après, on présente les trois, très très bien, le coup du maître Vazelin, tout ça, etc. Et puis très vite, je me suis dit, mais c'est pas mal, mais quand même, c'est un vrai décalque du premier film. Alors, je me souviens pas si je m'étais dit exactement la même chose la première fois, mais en fait, tout ce qui va fonctionner dans le film, hein, toute proportion gardée,
ce ne sont que des répétitions, puis en plus il y a du gag à répétition hein, aussi là dans l'œuvre, des répétitions de ce premier volet. Alors évidemment, sur la nostalgie, un peu le fanservice, ça va marcher, mais arrivé à un certain point du film, tu te dis, aïe, et d'ailleurs, même pas arrivé à moitié hein, du long métrage, tu te dis, ça commence à s'essouffler un peu, tu sens que le personnage de la fille, là, ça aurait pu être une bonne idée, mais ça va partir un petit peu à l'ouest. Et en effet, avec l'histoire de la drogue, là, ça va créer des trucs qui vont même être over the top et assez malaisants, il faut le dire, sur pas mal de points. Je ne vais pas faire de zone spoiler et tout, mais à un moment, il se retrouve chez les grands-parents de la petite, qui s'appelle Sarah. On se retrouve quand même... Bon, d'accord, ils ont pris de la drogue, par erreur. Ils pensaient que c'était de l'aspartame. Ça a le même goût, quoi. Et ils vont faire des trucs dans un délire absolu. Bon... Ouais, ils lâchent complètement les chevaux. Vous allez me dire, c'est la drogue dans le scénario, donc ça peut tout excuser. Mais quand même, hein, c'est un peu embêtant sur certains points. Parce que c'est un peu problématique, il faut le dire. Après, bon, les sketchs des inconnus dans les années 90, vous les voyez aujourd'hui, vous le voyez quand même, il y a quand même un humour très ethnique, au sens large, hein, très large même, qui a mal vieilli. On a rigolé de ça, enfin moi, adolescent, jeune adulte. Aujourd'hui, ça me fait toujours rire un peu par souvenir. Après, tu regardes ça d'un regard autre. Bon, tu évolues, les choses évoluent, l'époque, le monde évolue. Et tu te retrouves avec ça, paf, en 2014, c'est déjà has-been. Et le problème, c'est qu'ils veulent faire les inconnus. Et en soi, tant mieux pour eux, d'ailleurs, ils n'ont pas voulu trop se compromettre. Mais on voit qu'il y a un truc qui ne fonctionne plus trop. Et tu serres un peu les dents, même si oui, tu arrives à pouffer de rire intérieurement, même ça sort nerveusement par moments. Mais bon, entre ça, entre ce qui se passe avec alors les beaux-parents du fils, Michael, qui redébarque comme une fleur parce qu'il fallait le ramener... avec où ils vont jouer des Québécois. Ouh là là, oui, on joue sur des gros clichés, hein. Évidemment, de gens détestables, là, les futurs beaux-parents potentiellement, avec Daniel Rousseau notamment, qui est misogyne, raciste, enfin, tout y passe, gros beauf absolu, bon, d'accord. Mais l'histoire de Pascal qui fait le chauffeur, ils ont une gouvernante cuisinière chinoise. Oh là là, ouais, bon, alors ça va, ok. Mais en fait, c'est très lourd. Et puis ça s'alourdit au fur et à mesure qu'on avance. Tant et si bien que tu perds l'intérêt du film. Tu vois qu'il dure 1h45, en fait, finalement, il aurait été plus malin d'essayer de le réduire à 1h30, 1h20. Parce que, arrivé à un certain moment, tu as l'overdose de leur MDMA, là, ou je sais pas trop quoi, leur truc de drogue qu'ils veulent faire jeunes. Mais bon, regarde. Hein. Voilà, faut voir comment la banlieue est représentée dans le film. Hein. Mais bon, après, c'est de la comédie pure. Le problème, c'est que on voit qu'ils avaient envie de faire revivre la flamme, de raviver celle-ci, mais en fait, ils l'ont fait avec une certaine paresse de redite du premier film. Alors évidemment, ça peut marcher. Après tout, ils sont toujours dans le même délire, les trois. Ils n'ont pas avancé, ils n'ont vraiment pas évolué. Peut-être un peu Pascal, mais en fait pas vraiment quand ils pensent. Et du coup, ils sont dans le même problème. Hein. Ce sont des orphelins sans attache. Voilà, ils se drivent tout seuls ou pas, justement, pour reprendre des répliques du premier. Mais en fait, tu sens que cette perdition-là, avec cette lecture sociale qui se veut peut-être pertinente pour des gens qui sont un petit peu accablés par une sorte de système. Oui, bien sûr, ça crache sur les banques et tout. D'ailleurs, des sketchs assez amusants visuels hein, sur comment les banques, avec leurs annonces, comment on les détourne selon comment la caméra se place. Ça, c'est malin. Mais après, voilà, on est encore dans la répétition. C'est-à-dire que ça, au lieu de faire 1 ou 2 fois, ça va être 4 fois. Hein. Bon, bref, dans cette idée où ils sont complètement à la rue mentalement, et plus que mentalement arrivés à la deuxième partie du film, oui, bon, finalement, ils sont dans ce statu quo, finalement, qu'on peut comprendre dans la réécriture ici d'un film qui poursuit 19 ans après, ce qui était déjà fait avant. Donc c'est pas si logique que ça dans le principe de répéter, de redire, mais le problème c'est que le film s'enferme lui-même dans ça. Voilà. Et c'est une fausse bonne idée. Ça ne fonctionne plus dans l'élan comique et même cinématographique au sens large de la comédie en 2014, tout simplement. Je ne veux pas dire que c'est mauvais au final, vous voyez, c'est moyen. Et même moi, dans l'idée d'essayer de voir ça en mode nostalgie, fanservice, je veux bien, ça peut fonctionner de temps en temps, tu vois.
mais arrivé au bout, tu te dis que c'était assez vain, et autant revoir le premier film. C'est quelque chose qui est dans ma matrice personnelle, les trois frères. Mais même en le revoyant aujourd'hui, j'en avais peut-être parlé dans ma vidéo il y a quelques mois, je ne sais plus, mais c'est vrai que tu peux ressentir des trucs, notamment dans la dernière partie, quelques longueurs, quelques petits moments où le film s'affaiblit sur lui-même. Là c'est pareil, sauf qu'il s'affaisse complètement dans ce deuxième volet. Bon voilà, pour prendre l'histoire après, voilà, autour de Bernard qui a sa moumoune, ils sont tous un petit peu soumis à des choses par l'argent, c'est-à-dire que les gens qui subissent cela, mais qui sont aussi sur l'appât du gain, le pognon, le pognon, le pognon. Donc ils sont complètement dans leur contradiction, et derrière, bon, il se passe ce qui se passe. On essaye de rejouer aussi le truc du millionnaire, voilà, avec une télé-réalité TPACAP, présenté par Grégory Montel, d'ailleurs un acteur qui depuis a fait son petit chemin grâce à la série 10%, mais pas que. Il y a vraiment tout ça, il manque le moment avec le procès, il n'y a pas de procès là, non. À un moment je me suis dit, non, donc oui, ils n'ont pas fait ça, mais ouais, non, oui, ils ont remplacé le procès par les beaux-parents, grosso modo dans le dernier acte du film, mais ouais, ça manque d'idées en fait. Ça manque de renouveau, si ce n'est donc ce personnage de la fille. Mais au final, malheureusement, malgré tout ce que l'actrice tente de faire, ça alourdit l'ensemble et que c'est pas crédible. On sent que voilà, c'est un peu c'est glissé au forceps et ça nous crée pas mal de clichés sur un aspect social et économique qui n'est que brassé là en mode surface. Et c'est bien dommage quand même parce que, oui, ils avaient traité de la banlieue notamment dans des sectes. Des sketchs, je sais pas pourquoi je parle de secte là. Peut-être parce que je pensais à Fallait pas, le film de Gérard Jugnot dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, ça infuse. Dans des sketchs, pardon, des années 90, oui. Mais là, dans le film, bon, bah non, ça n'a pas bougé. En fait, il n'y a rien qui bouge avec les inconnus. Ils sont bloqués dans leur période dorée des années 90. Et la transporter 20 ans après, non, ça ne prend pas. Du moins, ça peut prendre de temps en temps. Mais arrivé au bout, tu te dis non. Et ce film, il est un peu bloqué aussi entre deux tentatives de remettre en avant des films cultes de la comédie française. Il y a eu Les Bronzés 3, alors quand même 8 ans avant, hein. Presque 20 ans les Bronzés 3. Et 2 ans après, je crois, il y a Les Visiteurs à la Révolution. Bah, au milieu de tout ça, c'est peut-être pas le pire des trois, vous voyez, hein, les trois frères, le retour. Peut-être même le meilleur des trois. Je sais pas, en tout cas, les Bronzés 3, j'ai plus de souvenirs, donc la Révolution, c'est catastrophique. Là, c'est vraiment pas bien, moyen, peut-être plus si vous voulez avoir du souvenir, mais grosso modo, voilà, on est enfermé dans tout ça. Et puis c'est drôle, oui, c'est drôle par gênance, par moments, c'est peut-être ce qu'ils veulent faire aussi, mais au niveau dialogue, etc., c'est assez pauvrement travaillé quand ils pensent par rapport au potentiel qu'il aurait pu avoir, mais ça prouve que c'est de toute façon très difficile, voire quasi mission impossible, de raviver ainsi les comédies cultes d'antan dans les époques des années après, sans... C'est pas qu'ils sont passés de mode, mais presque. Et je crois qu'il n'y a pas eu l'exemple d'une comédie qui ait eu de suite 10, 20, 30 ans après, qui a été meilleure, ou qui était même, ne serait-ce que vaguement à la hauteur. Voilà, j'ai cité ces trois-là, hein, du coup, indirectement, et j'en vois même pas d'autres, en fait, hein, d'ailleurs, mais c'est voué à l'échec, peut-être de base. En tout cas, Les Trois Frères, le retour, ça existe. Je m'attendais à pire en le revoyant, je vous l'avoue. Mais quand même, à part les accents québécois, là, je sais pas quoi, d'ailleurs, qui virent vers l'accent belge à un moment, et autres accents que je vais vous épargner ici. D'ailleurs, ils reprennent un peu le sketch des infirmières avec Marie-Thérèse et tout à un moment aussi. Bon. Ça, je l'avais pas vu la première fois, je crois. Ouais, voilà. On va quand même préférer, évidemment, l'original, même si je sais que pour certaines personnes, finalement, ni l'original ni la suite. Enfin, ça dépend, il faut avoir un petit peu connu les années 90, je pense, pour aimer l'humour des inconnus aujourd'hui. Je pense que beaucoup de jeunes, vous les mettez devant ce film-là, ça leur passe au-dessus, mais vous leur mettez Les Trois Frères de 95, ça sera guère mieux peut-être, je ne sais pas. Même s'il y a peut-être plus de sincérité ultime, quoi qu'il arrive, dans cette première proposition. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Je ne vais même pas parler de la caution émotionnelle potentielle, parce qu'en fait, pas vraiment, le film ne peut pas poser cela. Même que la BO essaye de reprendre des thèmes un petit peu du premier, différents, mais non, ça n'accroche pas non plus. Bref, je vous laisse blablater ci-dessous, donc sur ce film, et sur le premier aussi, puisqu'on y fête ses 30 ans, hein, indirectement. Et donc, vous me direz, peut-être qu'il y en a qui ont apprécié. Je crois qu'il y a des gens qui ont apprécié ce film, ma foi. Mais voilà, hein, moi c'est mi-figue, mi-raisin, et plus figue que raisin, je pense. Allez, à la prochaine, ciao.